rejoindre dans Question d'actu. On revient ce soir dans cette émission spéciale sur les relations algéro-françaises. Après la crise, le réchauffement, les chefs d'État des deux pays prônent désormais le retour au dialogue fructueux consacré par la déclaration d'Alger d'août 2022. Un communiqué commun rendu public cette semaine rappelle la force des liens, d'abord humains qui unissent la France et l'Algérie, les intérêts stratégiques et de sécurité respectifs, les défis et crises auxquels l'Europe et la Méditerranée ainsi que l'Afrique sont confrontés et exigent le retour à ce dialogue d'égal à égal entre les deux partenaires africains et européens de premier plan. Les présidents algériens et français ont aussi convenu de faire avancer des dossiers bilatéraux sensibles tels que l'immigration, la mobilité entre les deux pays, la coopération juridique, le contentieux mémoriel par la réactivation de la commission mixte des historiens ou encore la collaboration économique à travers le renforcement des échanges et des investissements dans le respect des intérêts des deux pays. Nos consultants et nos invités sont déjà autour de la table. On reçoit Nordine Zala, journaliste indépendant, spécialiste des questions internationales. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Zine Cherfaoui, journaliste. Sami Kaidi, journaliste également. Bonsoir messieurs. Bonsoir Sahaïd. Journaliste Sahaïd Koum, messieurs, merci d'être avec nous. Et notre expert financier et économiste, Mahfoud Kaoubi. Bonsoir. Sahaïd Koum à vous également. Alors, on l'avait un peu deviné, Zine Cherfaoui, lors de la dernière interview du président de la République avec la presse nationale, lorsqu'il a clairement désigné le président Macron comme unique repère pour sortir de la crise. Les deux chefs d'État ont finalement convenu de donner rapidement, selon le communiqué d'ailleurs, une nouvelle ambition à la relation entre les deux pays. Peut-on désormais parler d'une vraie volonté politique de régler les différends ? Oui, alors lors de sa rencontre avec les représentants de la presse, le président de la République avait donné des signes que, selon lesquels la séquence, des signes que la crise entre les deux pays allait connaître un épilogue et qu'on allait commencer une séquence de désescalade. Bon, pour le moment, je pense que effectivement la volonté des deux chefs d'État, elle est là, elle est perceptible. Mais je pense que, alors nous sommes dans une phase où il va falloir reconstruire la relation algéro-française qui, il faut le reconnaître, sort abîmée de plusieurs mois de crise. Plus qu'avant, plus que les crises d'avant ? Oui, plus que les crises d'avant, la crise que les deux pays viennent de traverser est la crise la plus grave depuis l'indépendance de l'Algérie. Donc en fait, nous sommes dans une séquence où il va falloir non seulement reconstruire sur de bonnes bases la relation algéro-française, il va falloir aussi reconstruire la confiance entre les deux pays. Et me semble-t-il, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. La confiance est quelque chose d'extrêmement important. Donc on attend l'arrivée dimanche du ministre français des Affaires étrangères, Barrot, qui doit rencontrer son homologue à Alger, Ahmed Attaf. Donc bon, la feuille de route a été déjà, les grandes lignes de la feuille de route a été déjà tracée par les deux présidents de la République. Et donc je pense que cette reconstruction prendra du temps, même si les deux présidents, on le sent, veulent aller vite. Alors, Monsieur Kaoubi, la France officielle, du moins, consent finalement à sortir l'Algérie de ses calculs politiciens et de politique interne aussi, et renoue avec le dialogue et les canaux diplomatiques pour régler et aplanir les tensions, comme on vient de les dire. La crise, ou pire, une rupture, n'aurait profité à personne, finalement ? Oui, on le disait déjà sur ce plateau, que la rupture, le niveau des relations qui lie l'Algérie à la France est tellement important qu'une rupture n'est pas souhaitable d'un côté comme de l'autre. Tout à fait, tout à fait. Donc, la rupture, c'était beaucoup plus une surenchère, une situation maintenue, je dirais, médiatiquement principalement, maintenue ou évoquée surtout par certains partis, mais la raison, la sagesse, je dirais, la maturité, plaider pour que les choses reviennent à la normale et soient discutées. Une situation de crise est une situation que je dirais certes anormale, exceptionnelle, mais elle fait partie de la vie des relations
entre personnes, entre institutions, entre organisations. Le plus important, c'est comment trouver des solutions à des situations de crise. Est-ce qu'une crise, même de telle ampleur, comme on disait, pourrait, entre guillemets, nous profiter aux deux parties, hein, pas uniquement à l'Algérie, sur le plan économique? Oui, justement, j'allais rebondir en disant que sur le plan économique, d'ailleurs, les situations de crise sont souvent des situations porteuses de renaissance ou de nouvelles visions qui... C'est ce qu'on comprend d'ailleurs dans le communiqué commun, qu'il y a une nouvelle ambition pour le partenariat économique. Parce que je pense que chaque parti a fait sa propre remise en cause, a reclassé ses cartes et ses priorités, et chaque parti est convaincu que la nouvelle étape devrait être tout à fait autre que celle qui était vécue bénéfique encore. On va rentrer un peu plus dans le détail. Le plus important, c'est que ça soit bénéfique et que ça soit porteuse de dynamique nouvelle. On va rentrer tout à l'heure un peu plus dans le détail. Concrètement, qu'est-ce que cela pourrait nous apporter? Noldine Zala, cette crise, on le disait, est la pire de l'histoire post-indépendance avec la France. Elle est d'une part le fruit de décennies de questions restées en suspens, voire de déni de Paris, comme pour la question mémorielle. Mais elle est aussi la conséquence de ce qu'on considérait par le passé comme des petites brouilles diplomatiques, le plus souvent engagées par les courants de droite et d'extrême droite, qui auraient pu, cette fois, mener à une impasse totale. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce que, comme le dit M. Kaoubi, c'est juste de la surenchère médiatique et politicienne? Oui, je ne suis pas certain qu'il ait dit exactement que c'était que de la surenchère, mais qu'effectivement, il y a une partie un peu normale au niveau des tensions. Sauf que il faut quand même noter que nous avons crevé l'abcès. Et c'est très important, c'est la première fois dans les relations algéro-françaises ou franco-algériennes qu'on crève l'abcès. C'est vrai. Je me souviens que le président de la République, donc Abdelmadjid Tebboune, avait à maintes reprises évoqué ces lobbies qui étaient contre le rapprochement entre les deux rives. Il les avait dénoncés, il les avait désignés. Récemment, il a dû, malgré la partie algérienne qui était plutôt dans des ambitions d'appliquer la déclaration d'Alger, donc de 2022, il a été obligé de réitérer, donc de pointer de nouveau du doigt cette extrême droite française, ces nostalgiques de l'Algérie française, ceux qui n'ont pas digéré l'indépendance et l'émancipation du peuple algérien, qui font dans le déni, puisqu'il y a cette question aussi de la mémoire et de tout ce qu'on ne veut pas se dire en France, hein, entre certains bien sûr. Et je crois que cette fois-ci, on a pu crever l'abcès, même si le pu n'est pas totalement sorti de la plaie, mais on a pu dire des choses qui n'étaient pas dites auparavant. Notamment justement désigner... C'est la nouveauté dans cette... C'est la nouveauté qui permet de reprendre le dialogue sur de nouvelles bases. Il n'y a ni injonction possible avec l'Algérie de la partie française, ni ton péremptoire, et surtout pas chantage. Et c'est ce qui permet. C'est pour ça qu'on parle dans le communiqué de dialogue d'égal à égal. De dialogue d'égal à égal, absolument, avec, je pense, le message, la feuille de route dont parlait M. Cherfaoui, c'est aussi M. Tebboune, le président de la République algérienne, qui l'a suggéré, à savoir revenir au niveau des présidents, de ceux qui ont cette mission de la déclaration d'Alger de 2022. C'est quand même deux personnes qui se sont engagées devant leur peuple respectif. Et donc arrêter toutes ces tensions qui, en fait, étaient une histoire de politique interne française. Nous ne nous ingérons pas dans vos affaires, vous voulez peut-être dire notre président, mais attention, nous, si vous voulez continuer à dialoguer avec nous, il ne faut surtout pas que se mêlent au dialogue entre les deux présidents, les interférences des gens qui sont contre l'amitié entre les deux pays. Justement, Sami Kaïdi, ces interférences idéologiques peuvent encore ressurgir. Elles interviennent déjà en ce moment même sur certains médias de droite ou d'extrême droite. Et on a vu donc la réaction de certains politiciens. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir encore de la résistance à ce dialogue, à ce réchauffement algéro-français? Eh bien oui, l'extrême droite
des mouvements les plus radicaux en France ont juré, si je puis dire, de faire tout en sorte pour court-circuiter tout rapprochement entre l'Algérie et la France. Donc, par conséquent, j'appelle un peu à la prudence, car le processus n'est qu'au début. On ne sait pas vraiment de quoi sera fait demain. Toutefois, l'Algérie a rappelé avec force des principes ces principes inconditionnels, c'est-à-dire le fait d'avoir des relations d'égal à égal avec les nations et le respect de notre souveraineté nationale. L'Algérie est un pays qui est incontournable, il faut le rappeler, tant en Afrique qu'au Sahel, mais également en Méditerranée. Donc les choses ont été clairement affichées. On voit bien qu'effectivement l'extrême droite, pas uniquement en France, mais également dans le reste de l'Europe, gagne de plus en plus de nouveaux adhérents, augmente aussi en termes de pourcentage. En France, c'est à peu près le même topo qui se laisse entrevoir. Les élections présidentielles en France sont dans pratiquement 2 ans. Et donc, effectivement, on ne sait pas de quoi sera fait demain et la prudence est de mise. D'autant plus que cette mouvance d'extrême droite s'est agglutinée avec différents autres extrémismes, en l'occurrence le sionisme, les défenseurs aussi du colonialisme au Sahara occidental occupé, et donc finalement c'est l'ensemble de ces... Mais c'est une tendance déjà un peu en Europe. Hein. C'est une tendance en Europe, mais également en France. On a vu aujourd'hui avec la Hongrie ce qui s'est passé. Voilà. Et d'autres parties de l'Europe. Il suffit juste de voir qu'en Allemagne, lors des dernières élections, l'extrême droite s'est renforcée et à différents niveaux. Donc aujourd'hui, je pense que plus que jamais, la vigilance est de mise. Donc il faut rester prudent, c'est ce que vous dites. Mais il y a aussi, je vais vous donner la parole, Zinchafa, il y a aussi on peut les appeler les amis de l'Algérie, où il y a eu des réactions positives aussi, qui, dans les partis de gauche, essentiellement, considèrent qu'il fallait aller vers l'apaisement et que cet échange entre les deux présidents, échange téléphonique, était un désaveu pour justement la droite dure ou l'extrême droite. Il existe en France je ne parlerai pas de réseau, mais de politique, d'intellectuels, de journalistes, d'historiens qui travaillent à contresens de cette ligne dure à l'égard de l'Algérie. Oui, bien évidemment, heureusement d'ailleurs. Mais il faut juste retenir que on est dans un monde globalisé. Il y a un enchevêtrement des intérêts. Il n'est pas possible que deux pays comme l'Algérie et la France ne puissent pas s'entendre. On est dans un monde qui est tellement globalisé qu'il nous arrive même de discuter par des voies détournées avec des gens qu'on n'aime pas. Donc, la remarque vaut davantage pour deux pays comme l'Algérie et la France, qui ont un passé. Il y a une densité, une communauté algérienne extrêmement importante. Nous le disions lors de notre précédente émission, nous sommes dans un monde en pleine recomposition. Il y a de nouveaux blocs qui émergent. Vous avez par exemple au Proche-Orient, vous avez un ensemble israélo-arabe en construction. Le président de la République avait parlé de la Ligue arabe et de son utilité. Aujourd'hui, il y a même des partis politiques en Algérie qui se demandent s'il ne faut plus sortir de cette Ligue arabe du moment que nous ne sommes plus, les intérêts ne convergent pas. Donc aujourd'hui, nous, en tant qu'Algériens, la priorité est de reconstruire un espace maghrébin et aussi de construire un espace euro-méditerranéen. Je pense plutôt à la Méditerranée occidentale. Et donc, lorsque l'on apporte de la lucidité, de l'intelligence, de la rationalité, deux pays comme l'Algérie et la France ne peuvent que s'entendre. Même s'ils divergent sur un certain nombre de dossiers, il y a ce qu'on pourrait appeler une communauté de destin commun. Maintenant, pour répondre à votre question, évidemment, la crise que nous venons de traverser, nous sommes dans une séquence de désescalade. On ne sait pas si la désescalade va durer dans le temps. On pourra en parler tout à l'heure parce qu'on a eu des expériences de par le passé. Non, mais allez-y. Oui, alors vous dites que c'est encore fragile. Alors pour ne pas aller très très loin, le précédent président de la République, à savoir Abdelaziz Bouteflika,
essayé d'avoir une relation exceptionnelle avec la France. Il a essayé de le faire avec Chirac, mais ce projet, il était même question à un moment donné de la signature d'un accord d'amitié avec Paris. Ce projet a été dynamité justement par un lobby dont parlait Monsieur Mezzala, par un lobby qui est resté, alors qu'il y a une obsession algérienne, qui est resté foncièrement anti-algérien, il est resté partisan de l'Algérie française. Et donc, à chaque fois que l'on essaye d'avancer avec la France, il y a des forces en présence qui essayent à chaque fois de remettre en cause les avancées. Donc, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise. Après la crise que nous venons de traverser, nous apprend, on peut tirer des leçons. On sait qu'en France, nous n'avons pas aussi que des ennemis, fort heureusement. Il y a les amis se comptent aussi bien dans ce qu'on pourrait appeler la gauche française, mais aussi parmi la droite française. Je pense par exemple à De Villepin, qui n'est pas de gauche. Qui n'est pas de gauche, tout à fait, Voilà. mais qui est très Vous avez des historiens qui n'ont pas soutenu l'Algérie, mais qui ont défendu aussi la vérité. Il y a des intellectuels, donc c'est avec ces gens-là c'est sur ces gens-là qu'il va falloir compter. On va un petit peu avancer avec, on le disait dans le Demzala, la visite de Jean-Noël Barrot le 6 avril, le ministre donc des Affaires étrangères français, pour mettre en œuvre la feuille de route des deux présidents, des deux chefs d'État. Alors, quelles peuvent être les priorités? D'après le communiqué, on les devine un petit peu. Les questions donc de visa, de mobilité des personnes, les laissez-passer consulaires. Dans ce domaine, l'Algérie et la France ont une relation d'exception, entre guillemets, avec des accords qui favorisent à certains niveaux les Algériens, dont certains ont été révisés à plusieurs reprises, comme les accords de 68, mais aussi qui favorisent aussi la France au sujet de la main-d'œuvre pour les accords de 68 encore. Il y a d'autres accords de 94, de 2007. Est-ce qu'ils vont être discutés, sachant que du côté algérien, le président de la République avait dit qu'il n'était pas question pour l'Algérie d'abroger les accords de 68. Oui, alors je ne voudrais pas faire ce soir le débat, puisque... on ne sait pas encore. Non seulement on ne sait pas encore, mais je crois que ces 10 mois de forte tension nous ont permis de remettre de la vérité, puisque dans cette guerre de 4e génération, les réseaux sociaux, les politiciens ont essayé de tromper l'opinion. L'Algérie s'est défendue grâce à ses réseaux, grâce à justement ses soutiens, ses alliés, du côté français ou même à l'international, puisque la toile n'a pas de frontières. Donc, les accords de 68, tout le monde sait que finalement, c'est peut-être la France qui en a plus profité que l'Algérie, et le président de la République l'a signifié. Par contre, moi je voudrais d'abord rendre hommage à nos institutions au niveau diplomatique, donc au corps diplomatique algérien de façon générale, et aux représentations consulaires de manière un peu plus particulière. Pourquoi? Parce que je m'en suis approché ces derniers mois, et j'ai vu qu'entre ce qu'on raconte, ce qu'on dit dans les médias, et notamment ce que disent certains politiques français, hostiles à l'Algérie, et ce qui se passe sur le terrain, il y a vraiment un grand fossé. L'Algérie a toujours, mais vraiment toujours, et au quotidien, rempli son devoir en matière de traitement des demandes de laissez-passer par rapport aux OQTF, etc. Sauf que... 1800 laissez-passer consulaires ont été délivrés en 2024. Oui, et c'est partiel comme chiffre, parce qu'il faut voir aussi les autres dossiers qui sont traités, qui n'ont pas abouti, pour des raisons objectives. C'est pas tous les jours le même cas qu'on traite au niveau des consulats, et il y en a des cas. Par contre, ce que je voulais dire justement, c'est que les consulats d'Algérie, en France, ils sont 20, on a en nombre de 20, ne sont pas des auxiliaires de la justice française. Ils sont d'abord là pour protéger, la protection consulaire, ça existe pour tous les pays, les ressortissants algériens. Donc ils ne peuvent pas, à chaque fois qu'on leur demande de signer un laissez-passer, l'exécuter sans enquête, sans l'appréhension algérienne du cas donc à traiter. Et croyez-moi, je m'y suis intéressé, les consulats font plus qu'ils ne peuvent pour répondre donc à la demande française, mais avec un point de vue algérien. Et c'est ce qui a été dit, développé, notamment nous avons un ancien ministre qui l'a rappelé devant un parterre de journalistes. Il ne faut surtout pas croire à ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux
et sur les plateaux de télévision française, l'Algérie a toujours assumé ses responsabilités en matière de délivrance des laissez-passer. Il faut savoir... En termes de taux d'exécution au niveau maghrébin, ce sont pratiquement les mêmes taux. Non seulement nous ne sommes pas plus bas, mais deuxièmement, le travail est encore plus difficile parce qu'il faut savoir qu'il y a un travail d'identification et surtout, il faut que l'Algérie veille à ce que les droits de ses ressortissants soient respectés. C'est un peu le cas de... Le fameux influenceur, absolument. Oui, et d'ailleurs, la justice française avait donné raison. Mais ce n'est pas le cas unique. Hein. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport donc, aux questions. Donc, juste pour revenir, un moment, Sami Kaïdi, juste pour revenir sur ces accords de 68, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'ils ont représenté, ce qu'ils représentent peut-être toujours en termes de bénéfices pour l'économie française, parce que ce n'est pas assez dit. On parle des avantages qu'ils représenteraient pour les Algériens. C'est aussi une main-d'œuvre disponible à travers ces accords de 68 principalement. Les statistiques sont là. Donc la lecture raisonnable des données qui sont produites, bien sûr, par les organes de statistiques, nous permettent de dire que la main-d'œuvre constitue d'émigrés, pas uniquement d'Algériens, constitue une aubaine pour l'économie française. Quand on voit sa répartition sur quel métier, le niveau de revenu, c'est des métiers qui sont généralement très demandés, donc cela veut dire que c'est des métiers qui ne constituent pas une priorité pour les Français de souche, donc en grande partie c'est dans l'agriculture, en grande partie dans la santé, pour des métiers à fort nuisance, etc. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de surenchère, parce que l'ADN de l'extrême droite et ses relais médiatiques est celui de la logique binaire. Si ce n'est pas blanc, c'est noir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est le rejet de l'autre et la culpabilisation de l'autre. L'extrême droite n'est pas porteuse de solutions, n'est pas porteuse de projets. Donc, il y a cette logique de rejeter la responsabilité sur l'autre. Quand cette extrême droite aussi s'allie avec les réseaux des harkis, des réseaux des nostalgiques de l'Algérie française, la boucle est bouclée et on a des thèses qu'il ne faut pas justement alimenter ou entretenir. Il y a d'autres voies, d'autres logiques qui pourraient permettre de rapprocher les avis qui sont basés sur la sagesse. Et là, c'est la chose la plus importante à mon sens, sur laquelle il faudra construire. Maintenant, les accords de 68 ou n'importe quel autre différent, il peut être rediscuté dans un canal ordinaire, légal, en fonction des incertitudes. Par le passé. Le monde est fait d'incertitudes et d'évolution. Et le monde d'aujourd'hui, plus particulièrement, il subit tellement de mutations qu'il est tout à fait normal. Maintenant, le plus important pour les organisations, pour les États, pour les entreprises, c'est d'avoir cette flexibilité et cette capacité d'exposer les questions, de les débattre dans la sérénité et surtout d'en trouver des solutions. Contrairement aux manipulations qui sont voulues, alimentées par certains sectes qui voudraient pousser les choses à la crise. C'est ça la chose la plus importante. Mais donc, si on pouvait imaginer un scénario où l'extrême droite accéderait à la magistrature suprême pour un candidat de l'extrême droite du moins, il ne mettrait pas forcément à exécution ces menaces. On peut parler de menaces, d'abroger ces accords avec l'Algérie, parce que dans la réalité, c'est de la politique. Moi je pense que oui, alors aujourd'hui le principal enjeu des rencontres à venir entre responsables algériens et français, me semble-t-il, c'est de faire en sorte à ce que la relation algéro-française ne fasse plus l'objet de calculs politiciens en France. Aujourd'hui, il s'agit de sécuriser cette relation algéro-française. Lorsque l'on comprend les enjeux qu'il y a entre les deux pays, les enjeux qu'il y a au niveau régional, les enjeux mondiaux, il est aisé de comprendre que cette relation,
elle est importante autant pour nous que pour les Français. On ne va pas revenir sur les raisons de cette tension parce que bon, elles ressurgissent finalement de manière assez périodique. Oui, mais on ne peut plus se permettre épisodiquement que des partis politiques en France, quelle que soit leur obédience. Oui, mais il n'y a aucun moyen finalement de prévenir ces crises puisque les enjeux électoraux, etc. Moi, je peux vous donner un exemple. Les deux présidents algériens et français ont signé en août 2022 une déclaration extrêmement prometteuse, extrêmement intéressante. Nous pensions tous que les choses allaient se régler entre les deux pays. Il y a eu une rencontre entre les principaux chefs de renseignement à Alger, etc. Et puis, bon, il a fallu il a suffi de quelques mois pour que cette avancée soit remise en cause. Aujourd'hui, il faut faire en sorte à ce que ce genre de retour en arrière ne puisse plus avoir lieu. Surtout, tout le monde sait, il n'y a pas d'amis éternels, il n'y a que des intérêts éternels, mais en même temps, on ne peut pas se permettre d'avoir une relation conflictuelle chaque 6 mois avec un pays. Oui, on va rapidement pour avancer. Répondre à la question que vous avez formulée il y a quelques secondes. C'est l'archevêque d'Alger, M. Vesco, qui répond en parlant de posture suicidaire de M. Retailleau et d'une partie de l'extrême droite française. Donc ils sont, je pense, capables d'aller vers le pire. Et pour revenir aussi sur les propos de M. Kaoubi, qui parle de lecture et de position aussi binaire de l'extrême droite, on le voit constamment, notamment avec le traitement médiatique de la question des OQTF. J'ai l'impression qu'une partie de l'establishment français oublie que l'Algérie est un pays totalement souverain, un État dont la souveraineté est totale, pleine et entière. Et donc dans la question du traitement des OQTF, il y a un process qui est mis en place par le droit international, par la légalité internationale. Et je ne vois pas pourquoi l'Algérie devrait se soustraire de cette légalité. Alors, on va un petit peu avancer sur la coopération juridique, donc sécuritaire, on vient d'en parler. La coopération judiciaire, plutôt avec l'annonce de la prochaine visite de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux français. Alors, est-ce que Paris pourrait, selon vous, accéder aux demandes d'extradition de l'Algérie, au même titre d'ailleurs que l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne? Le président de la République avait souligné lors d'une déclaration qu'au lieu d'extrader les délinquants économiques ou ceux qui se livrent à la subversion sur le territoire français, Paris leur offrait curieusement la nationalité et les droits d'asile. Oui, et ça en contravention avec les accords signés d'entraide judiciaire entre les deux nations. Il faut dire qu'il y a un premier coup de semence qui est venu du côté français. C'est un proche de M. Retailleau, apparemment le président des maires de France, et en l'occurrence le maire de Cannes, M. Lisnard, exactement, qui, pour la première fois dans une radio, sur RMC je pense, a appelé à l'extradition d'un corrompu, ce M. Bouchouareb. Et donc je pense qu'ici, il y a finalement les prémices, si je puis dire, d'un revirement, d'un changement de position de la France sur cette question-là. On aura beaucoup plus de détails lors de la visite prochaine de M. Darmanin à Alger, qui a été convenue par les deux présidents lors de leur appel téléphonique. Très rapidement vraiment, parce qu'on doit avancer. Je pense qu'il est extrêmement important de revenir aussi sur la question des accords de 68, car comme le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, l'avait rappelé lors d'un récent entretien avec la presse nationale, c'est un peu un étendard derrière lequel se cachent un peu tous les extrémistes de l'autre côté de la Méditerranée. Et on voit bien qu'il faut rappeler que l'Algérie, en septembre 1973, avait suspendu l'immigration algérienne à destination de la France. C'était l'ancien président, feu Houari Boumedienne, qui avait suspendu donc l'immigration à destination de la France. Et un autre point aussi, mais vraiment très brièvement, c'est que les accords de 68 ont été dans un premier temps attaqués du côté français, car en 86, il y a eu l'instauration d'un visa pour les citoyens algériens. C'est une mesure de restriction finalement par rapport à ces accords. Il ne reste plus rien des accords de 68. Voilà, ce qui entrave l'essence même de cet accord-là. Merci. Avant de revenir avec vous, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, sur ce sujet ? je voulais juste faire remarquer que par rapport à l'extradition, donc il y a eu un texte qui avait été revu en 2016 et puis 2019, donc un accord bilatéral par rapport à l'engagement des deux États à extrader, donc selon bien sûr
un processus judiciaire balisé, conforme bien sûr. au droit international. Mais en fait, ce qui nous a gênés à tous, c'est les préjugés au niveau donc, des magistrats qui ont décidé de ne pas extrader l'ex-ministre en question. Certains délinquants, pas. Oui, notamment, mais délinquants économiques, absolument. C'est les préjugés sur la capacité ou les conditions d'emprisonnement éventuel ou de jugement, de poursuite judiciaire. Alors que ce n'est pas prévu dans les accords. Là. Et rappelons que la France fait un petit peu exception en Europe. C'est très grave comme accusation. l'Italie et vous ne mettez pas en doute un système judiciaire avec lequel vous avez une coopération d'égal à égal. C'est plus que du paternalisme, ça. Monsieur Kirby, au plan économique, pour avancer un petit peu dans le débat, sur le plan économique, la France s'engage à soutenir l'Algérie dans le processus de révision de l'accord d'association Algérie-UE et donc tenir donc rapidement la réunion du Conseil d'association. Quel peut être le poids de la France dans ce domaine précisément? La France est un acteur très influent en Europe, en tous les cas. Et puis, son avis, sa position est déterminante. Et je pense que avoir le soutien de la France dans la révision des accords avec l'Union européenne est un point très très important qu'il faut situer dans une révision profonde des relations entre l'Algérie et l'Europe et l'Afrique et l'Europe. Parce que c'est ça la chose la plus importante. Hier, Trump a mis en application la deuxième batterie des droits de douane. Donc, avec toutes les répercussions que cela a sur le monde et sur l'Europe en particulier. Les différentes zones économiques ont anticipé en s'adaptant, en mettant en place des systèmes d'accords de coopération pour contourner justement une donne qui pourrait remettre en cause toutes les logiques de croissance et de partenariat qui ont été signées. Donc vous voyez que les incertitudes, le monde qui évolue, il évolue en fonction de données qui pourraient constituer un élément à saisir entre les deux parties, entre l'Europe et l'Algérie, entre la France et l'Algérie, entre l'Europe et l'Afrique, pour justement constituer un pôle de développement qui pourrait contourner toutes les sanctions qui viendraient d'Asie ou d'Amérique. Mais là, voilà les vrais débats qui devraient être mis en œuvre au lieu de questions vraiment très loin, qui font certes de la matière grasse pour les plateaux médiatiques. Les accords de 68 pourraient être rediscutés. Le problème n'est pas là, rien n'est pas figé. Mais être discuté dans des canaux officiels, dans la sérénité, de manière à reposer les questions. Ce sont d'ailleurs des questions qui n'avaient jamais lieu sur la place publique, j'ai envie de dire. C'était réservé aux diplomates. Maintenant, la question économique, là, il y a le potentiel énorme. Malheureusement, les réalisations sont très, très loin par rapport aux potentialités qui existent. Pour préciser, avant de parler des potentialités sur l'accord d'association, quels sont les points sur lesquels la France pourrait nous aider? Les points d'achoppement, les points compliqués à faire avancer. Actuellement, c'est la logique du conflit qui a été la première position de l'Union européenne. Dire que c'est les voies du contentieux qui devaient être empruntées pour régler le problème avec l'Algérie. La chose a été modifiée pour dire, voilà, on va rediscuter, on va renégocier. Donc, mais le poids de la France dans les commissions, dans les instances de l'Union européenne, on sait tous comment les choses évoluent et avancent. Il y a un travail de lobbying. Oui, mais sur quel point précisément? Non, justement, l'Algérie veut renégocier tous les articles de l'accord, de façon construit sur un paradigme de gagnant-gagnant et d'un équilibre des intérêts. Donc c'est ça le plus important. Remettre dans son contexte l'accord avec l'Union européenne, processus de Barcelone, la dynamique économique, la complémentarité entre les deux rives, n'a pas abouti du moment où l'extrême droite a pris une importance de plus en plus grandissante
en Europe. Et du moment où les marchés financiers ont pris les dessus en privilégiant les logiques commerciales par rapport aux logiques d'intégration et aux logiques d'investissement. L'Algérie voudrait remettre sur rail en donnant la priorité à l'investissement, à la libre circulation des capitaux, à un enrichissement mutuel qui permettrait une relocalisation de l'industrie européenne installée actuellement soit en Chine, soit ailleurs, en tirant profit de toutes les opportunités qu'offre le marché africain, aussi bien en termes de demande qu'en termes de fourniture de matières. Donc le renforcement de l'investissement, voilà. Si vous permettez, justement, il faudrait se souvenir de déclaration de notre ministre des Affaires étrangères, donc M. Ahmed Attaf, au sujet du bilan depuis 2002-2005, puisque c'est en 2002 que ça a été signé, mise en œuvre à partir de 2005 jusqu'à 2022. Il parlait de 1000 milliards d'euros, 13 milliards seulement d'investissement sur les 1000 milliards d'échanges commerciaux. Donc, déjà, c'est très peu. Voilà. Et sur les 13 milliards, 12 milliards qui étaient rapatriés. Donc, il restait un petit milliard. Bien sûr que l'Algérie n'y trouvait plus son compte. Par contre, c'est un indicateur qui est important, sur lequel il faut construire. Maintenant, ce n'est pas de culpabiliser l'autre. Ça, c'est en termes de méthodologie, c'est quelque chose qui pourra faire avancer les choses. Maintenant, de rejeter la balle sur l'autre systématiquement, chercher un coupable, fait le jeu de l'extrême droite et ses relais médiatiques. Et donc, ça permettra d'alimenter... Donc, chaque parti assume sa partie. Maintenant, c'est l'avenir. Comment construire l'avenir en se référant au bilan, au passé, aux fondamentaux, et de faire le travail dans la sérénité et de manière rapide aussi, parce que c'est important. Samy parlait des échéances. 2 ans, c'est très rapide. Et s'il n'y a pas vraiment un déclic, s'il n'y a pas de résultat qui permettrait de légitimer... Donc c'est une chance à ne pas laisser passer, c'est ce que vous dites, d'ici 2027. De donner la légitimité à un autre projet que celui de l'extrême droite, en fin du compte, ou de celui qui voudrait chercher un coupable. Donc la donne pourrait changer, M. Kaoubi, d'ici 2027 si... Le monde évolue rapidement. Les incertitudes sont tellement importantes. Maintenant, c'est comment les saisir et comment les... D'ailleurs, dans ce sillage, il faut dire que sous l'impulsion des nouvelles priorités de l'Algérie, l'Algérie attend du partenaire européen des investissements productifs et également, j'ai envie de dire, des investissements qui puissent permettre un transfert de technologie et une production nationale algérienne qui a tout le mérite aussi de pouvoir être exportée à destination du vieux continent. D'autant plus que l'Algérie n'est pas qu'un marché, mais également... Et c'est sur ce terrain qu'il faut travailler techniquement, dans la sérénité, de manière rationnelle, et de parler avec les mêmes logiques et les mêmes instruments. C'est ça le plus important. Maintenant, ce n'est pas le débat pour le débat, et le fait de chercher un coupable par rapport au résultat qui font partie du passé et non pas de l'avenir. Zine Cherfa, oui, rapidement aussi. Je voulais juste dire qu'il est important de... Il est bien que la diplomatie reprenne ses droits. Il est important de faire en sorte à ce que les relations entre l'Algérie et les pays européens soient empreintes de sérénité. On parle d'un accord d'association. Il n'est pas question que de commerce, bien que c'est un volet extrêmement important. Oui. Quand on dit accord d'association, on parle de sécurité, on parle de politique, on parle de plein de choses. Donc les Algériens ont décidé de signer un accord d'association avec l'Union européenne. Ça veut dire qu'il y a une ambition avec l'Union européenne. Donc il est important aujourd'hui de faire en sorte à ce que tous les litiges soient aplanis. Notre destin, en signant cet accord d'association, nous lions notre destin avec l'Union européenne. Il ne faut pas l'oublier, c'est un ensemble avec lequel nous échangeons le plus. Donc aujourd'hui, il est extrêmement important de faire en sorte à ce que cette relation, de protéger cette relation et de faire en sorte à ce que les canaux de discussion ne soient pas coupés. Alors, on le fait très bien avec l'Italie, on le fait très bien avec l'Espagne, avec l'Allemagne. L'Europe est un partenaire dans le secteur énergétique, donc ce qui nous manque, c'est la diversification. Oui, alors nous parlons d'un équilibre des échanges, un équilibre des intérêts. Justement, c'est ce à quoi la révision de cet accord va essayer de remédier ou d'aboutir. Je voudrais juste glisser une petite anecdote, vraiment pour avancer, mais rapide. Dans ce climat de tension, il y a eu
l'ambassade de France à Alger qui s'est félicitée de l'agrément obtenu par la Banque extérieure d'Algérie au mois de janvier dernier, donc pour devenir ce qu'on appelle une banque de détail. Et un agrément qui a été approuvé par l'Union européenne, par la Banque en fait, centrale européenne. C'est un signe. Ça veut dire que, comme le disait tout à l'heure notre spécialiste en économie, les intérêts sont têtus. Alors, je voudrais qu'on avance aussi sur, en tout cas sur le communiqué, on peut trouver la phrase qui parle de dialogue d'égal à égal entre deux partenaires, qui constituent des acteurs européens et africains de premier plan et qui sont attachés à la légalité internationale ainsi qu'aux buts et principes édictés par la Charte des Nations Unies. Cette phrase n'est pas là par hasard. On connaît l'origine donc de cette crise. Il y a aussi le positionnement nouveau de Paris sur le Sahara occidental, le soutien de Paris donc à la pseudo-marocanité du Sahara occidental. Est-ce que cette petite phrase glissée dans ce communiqué officiel peut faire allusion à une possible mise sous cloche donc de la décision de Paris de reconnaître donc la marocanité du Sahara occidental, à l'image un peu de ce qu'ont fait les USA, l'Espagne aussi? Il n'y a pas eu de développement notable à la suite de ces reconnaissances unilatérales, de même ordre d'ailleurs. Oui, alors si on doit comparer, effectivement, c'est inévitable. Le dossier, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le rappelait, en soulignant que les Algériens n'étaient pas dupes, que le plan d'autonomie n'avait jamais été en réalité un plan d'autonomie décidé à Rabat, mais plutôt un plan d'autonomie soufflé par Paris, et que par conséquent, ça restait du domaine du bilatéral, que l'ONU était quand même le vrai décideur, le vrai médiateur dans cette question de décolonisation à laquelle tiennent tous les hommes. Et donc qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors, on peut imaginer que justement, après cette déclaration un peu politicienne d'un président français responsable de sa politique à lui étrangère, vis-à-vis d'un tiers qui est le Maroc, colonisateur, on pense que ça va rester entre eux, que ce sera juste une espèce de déclaration de loyauté ou d'amitié par rapport à un plan qui a été dicté par Paris quand même. Mais ça ira pas plus loin. Le dossier est entre les mains des autorités onusiennes avec moult acteurs. Et on se rappelle des émissaires qui ont été envoyés pendant de longues années et qui ont toujours conclu en faveur de la position algérienne, c'est-à-dire le droit d'un référendum pour l'autodétermination qui a été bloqué. De toute façon, il ne peut pas y avoir de développement au niveau du droit international, puisque ce n'est ni la France, ni les États-Unis, ni quelques parties que ce soit qui puissent décider à la place... Sans oublier les décisions de la Cour de justice européenne, qui a toujours condamné la spoliation, le pillage des ressources sur le plan juridique, du Sahara occidental, etc. Le dossier sahraoui est inattaquable. En fait, il ne faut pas surestimer le rôle de la France. On va avancer sur le dossier mémoriel. Sami Kadi, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il y a donc ce dossier que le président français veut faire avancer, malgré, on le disait, les résistances ou les réticences de la droite et de l'extrême droite. C'est celui de la mémoire. Le 19 septembre 2024, le président Macron avait tenu une réunion avec la commission mixte d'historiens au cours de laquelle il a réitéré sa détermination à poursuivre le travail de mémoire et de vérité ainsi que de réconciliation sur le passé colonial de la France. Est-ce qu'on peut espérer cette fois des percées significatives sur des points, en tout cas, que l'Algérie a réclamé, qu'a souvent abordé, notamment par le président de la République, selon vous? Je dirais probablement, car si l'on revient au communiqué commun, suite à l'appel téléphonique et l'entretien téléphonique des deux chefs d'État, les deux chefs d'État ont en l'occurrence convenu de la reprise sans délai des travaux de cette commission mixte et la présentation de propositions concrètes avant l'été 2025, soit dans quelques mois, voire quelques semaines. Donc je pense qu'à travers les conclusions des travaux de cette commission mixte, donc algéro-française, il pourrait y avoir d'ici là des propositions et des conclusions
concrètes et qui permettront éventuellement de peut-être de connaître un autre saut qualitatif. Un autre élan. Voire un autre élan, effectivement. Oui, un autre élan à cette Zine Chafaoui, qu'est-ce que vous en pensez? Notamment sur le contentieux des essais nucléaires. Donc il faudrait qu'il y ait un geste fort, significatif de la part de la France? Oui, sur ce dossier, je pense que les Algériens ont été extrêmement clairs. On n'attend pas de réparation, on attend juste que du côté français, on reconnaisse les crimes commis durant la colonisation. Je pense que c'est ce geste-là, un geste fort, qui permettrait effectivement de faire en sorte à ce que l'on avance dans ce dossier de la mémoire. Alors il y a on ne parle pas des essais nucléaires, mais des explosions nucléaires dont les effets se font aujourd'hui, se font ressentir encore aujourd'hui. Il y a eu les massacres, et les massacres ont commencé dès la colonisation. Et je pense que, comme le disait tout à l'heure Nordine, il y a toujours un déni, il y a toujours cette difficulté de la France à assumer son passé. C'est le dossier qui sera le plus difficile à faire avancer selon vous, compte tenu de l'ambiance un peu préélectorale en France, c'est l'extrême droite, ces discours anti-algériens qui sont encore présents dans certains médias, et aussi cet esprit suprémaciste, on peut le dire, chez certains. Moi, je pense que du côté français, le traitement de ce dossier requiert un courage politique. Oui. Je pense que le président Macron a le pouvoir de faire ce pas qui est attendu de ce côté de la Méditerranée, d'autant plus qu'il a fait ces deux mandats. Politiquement, il n'a plus rien à perdre. Je pense qu'il pourrait faire rentrer lui et son pays dans l'histoire en reconnaissant justement tous les crimes commis dans ce pays depuis 1830. Monsieur Kaoubi, pour terminer sur cette question. En tous les cas, les pulsions de la nostalgie de la France coloniale en Algérie et ailleurs. Il faut rappeler que le président français a, à plusieurs reprises, lors de ses visites en Afrique, parlé de l'apport de la colonisation et de la France civilisatrice. Oui. D'accord. Maintenant, justement, la construction d'un avenir qui permettrait de faire face à toutes les incertitudes passerait nécessairement par la reconnaissance. Maintenant, il y a des voix qui se sont élevées justement ces 10 derniers mois pour dire, voilà la réalité, qu'on la regarde telle qu'elle est. Et c'est un préalable, je pense, sur le plan méthodologique. C'est très important de se réconcilier avec soi-même pour pouvoir construire quelque chose. Ça, c'est un peu dans l'idéal, non, ce n'est pas l'idéal, c'est comme ça qu'on construit. Non, je parle de la montée de l'extrême droite un peu partout en Europe. Maintenant, la tendance n'est pas à cet esprit de réconciliation. Le problème en Europe, d'une manière générale, c'est l'éclipse. La droite comme la gauche se sont éclipsés en ne proposant pas de projet réel qui répond aux aspirations des Européens. Ça a laissé le terrain vierge aux montées extrémistes, et c'est comme ça. Ouais. Donc l'incapacité des forces politiques de trouver des réponses. Il y a un essoufflement. Un essoufflement. Ouais. Maintenant, c'est une opportunité, c'est une occasion pour trouver et donc constituer un pôle de coopération avec l'Afrique. Les anciennes colonies passeraient nécessairement par reconnaître la colonisation et de faire un travail sur soi pour pouvoir construire l'avenir. Donc c'est que la partie de la gauche française est également animée par des relents colonialistes, etc. Il faut rappeler juste aussi le rôle de l'ancien président français, M. Mitterrand, qui était travaillé au corps, si je puis dire, par ces relents-là. Je reviens à vous. D'abord, Zine Chafaoui. Oui, alors... si les deux présidents ont décidé de se reparler et de mettre en place une feuille de route ambitieuse pour les relations algéro-françaises, c'est qu'il y a une réelle prise de conscience que les deux pays avaient intérêt à travailler ensemble. Aujourd'hui, en France, il est important qu'une partie de la classe politique regarde un peu plus loin que son bout du nez. Il y a des petits enjeux, il y a des enjeux politiques locaux, mais lorsqu'on
on parle de relations algéro-françaises, on parle de géopolitique, on parle de Méditerranée, et là on parle de quelque chose de beaucoup plus grand. Alors si on veut aujourd'hui que l'on aille vers ce beaucoup plus grand, il est important de régler le contentieux mémoriel, et c'est de cette manière-là, me semble-t-il, qu'en début d'émission, je parlais de la nécessité de rebâtir une relation et de rebâtir la confiance. Et je pense que ça passe par la prise en charge de ces dossiers lourds. Il y a des forces politiques qui ont ces thèses-là et qui représentent une partie relativement importante de la société française. Elles ne sont pas assez relayées médiatiquement, mais justement, elles ne sont ni C'est représentées quand elles ne sont pas diabolisées, d'ailleurs. Tout à fait. On finira avec vous, Nordine Zala. Oui, moi, vous savez que j'adore illustrer mon propos par des anecdotes. Et j'écrivais récemment dans un dossier sur les essais nucléaires, donc au début du mois de février, donc c'était l'anniversaire des tristes explosions à Argan, à Beryl, etc. Et Kara, c'était à Tamanrasset. Je faisais remarquer qu'il y avait eu il y a quelques années un sable radioactif emporté par le Sirocco jusqu'à Marseille, analysé par des laboratoires français, et qui constatait que ce sable était justement le résultat des essais nucléaires français. La reconnaissance, à un moment donné, au niveau mémoriel, elle implique une responsabilité, elle implique même une action. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a parlé de décontamination. La France s'est engagée, il faut qu'elle décontamine, qu'elle participe à la décontamination. C'est une exception. D'ailleurs, la France est, je crois, le seul pays qui n'a pas procédé à la décontamination des sites. C'est une exigence légitime du peuple algérien. Oui, c'est un minimum. Et ça a été le cas avec les mines antipersonnelles également. Exactement. Nordine Zala, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Merci d'avoir été avec nous, spécialiste des questions internationales. Merci à nos journalistes spécialisés dans les questions nationales et internationales, Zine Charfaoui et Sami Kaidi. Merci également à monsieur Mahfoud Kaoubi, expert financier, consultant de Canal Algérie pour les questions économiques. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir